Bonjour et bienvenue à Urgence économique, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité économique marocaine et mondiale. Et je suis ravi de vous accueillir pour ce deuxième épisode qui va aborder la thématique de la guerre monétaire qui se joue actuellement autour du conflit ukrainien et de savoir comment le Maroc devrait se positionner par rapport à ces conflits-là. Donc pour en parler, je suis ravi d'accueillir M. Omar Bakou. Omar Bakou, bonjour. Bonjour, c'est Rachid, merci. Alors, avec grand plaisir, c'est moi qui vous remercie. Alors vous êtes chercheur, économiste et spécialiste des questions relatives à la politique de change et vous avez publié deux ouvrages en rapport avec la thématique. Le premier en 2020 intitulé « Pour mieux comprendre la flexibilité du dirham » avec une dimension pédagogique autant que technique. Et vous avez enchaîné avec un deuxième livre que l'on peut considérer comme le tome 2 du premier, publié en 2021 avec le nom « La convertibilité du dirham en question, manifeste pour la transition d'une convertibilité désordonnée à une convertibilité ordonnée ». Alors pour contextualiser, il y a 3 semaines à peu près, ou un peu plus de 3 semaines, Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, a annoncé imposer aux pays occidentaux de payer leurs factures énergétiques, de gaz naturel et de pétrole en roubles, partant de l'idée que l'euro et le dollar sont devenus des monnaies compromises. Notamment en rapport avec le gel d'une partie des actifs de la Banque centrale russe investis à l'étranger, mais également de la déconnexion de la majeure partie des banques russes du système international SWIFT. Alors la première question, peut-on dire que l'on est dans le début de la fin de l'hégémonie du dollar, ou est-ce trop tôt pour le dire? Moi, je considère que, mis à part le conflit russe, on est, je dirais, à l'aube d'un changement radical au niveau du système monétaire international et de facto la perte de statut du dollar au niveau international pour des raisons purement objectives. C'est que les conditions normalement que devrait remplir une monnaie pour avoir ce statut ne sont plus remplies aujourd'hui par le dollar américain. C'est-à-dire, quels sont les critères normalement? Les critères, c'est une économie puissante, hégémonie économique, hégémonie monétaire. Et économie puissante, c'est notamment des excédents du compte courant, c'est le fait que l'économie en question puisse être, je dirais, un prêteur ou un créancier international. Or, les États-Unis aujourd'hui ne remplissent plus ce critère-là. En fait, c'est tout le contraire. C'est un pays qui est surendetté, qui ne marche que par la planche à billets en repoussant à chaque fois la limite de la dette. Exactement, c'est un pays qui a accumulé plus d'une trentaine d'années de déficit du compte courant et donc qui est surendetté et donc qui est aujourd'hui dans une phase rentière plutôt qu'une phase, je dirais, de méritocratie par rapport à ce statut qu'il a pu avoir au début en 1944 exactement avec le statut du système de Bretton Woods. Donc au fait, on est vers l'agonie du Bretton Woods parce qu'il y a eu différentes étapes. La première, c'était la fin de l'étalon or qui a été décrété de manière unilatérale par les États-Unis et donc le dollar n'était plus garanti par une contrepartie en or. Et donc la relève a été prise par les matières premières et énergétiques dont la demande soutenait le dollar. Or aujourd'hui, en s'attaquant à la question de la livraison du gaz et du pétrole, en obligeant les partenaires à payer en roubles, c'est également attaquer le dollar par rapport à sa valeur, parce que c'est réduire la demande de dollars que d'obliger les pays et les partenaires à payer non pas en dollars, mais en roubles ou en autres. En fait, c'est lié le fait que je dirais que les matières ou le marché, un marché extrêmement important qui est celui des matières premières, puisse être, je dirais, libellé en dollars. Donc ça permet au dollar d'être une monnaie de facturation. Et le fait que cette monnaie puisse être une monnaie de facturation, c'est la monnaie auquel vont s'exercer ou s'exécuter les transactions économiques internationales les plus importantes. Et par la suite, ça permet au dollar, grâce à cet attribut-là, donc d'être une monnaie véhiculaire, une monnaie des transactions économiques internationales et par la suite une monnaie d'avoir de réserve des banques centrales. Donc tous ces éléments sont liés. Et donc je dirais, cette décision de Vladimir Poutine, ça n'aura pas un impact puisque la Russie ne pèse pas dans cette équation-là. C'est la Chine, c'est les grands pays, la zone euro, qui n'a pas réussi à déclasser le dollar, mais aujourd'hui... On rappelle que l'euro était présenté au début comme étant une alternative au dollar et comme étant le concurrent direct du dollar, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas puisque l'euro représente à peu près 20% dans les avoirs de réserve des banques centrales au niveau international, donc il n'a pas pu détrôner le dollar. Mais aujourd'hui, objectivement, c'est la monnaie chinoise qui prétend, qui a tous les critères
pour remplir ce rôle-là, non pas pour détrôner le dollar ou le déclasser, mais peut-être pour bâtir un nouveau système monétaire international qui ne sera plus centré ou qui s'articulera plus autour d'une hégémonie, mais peut-être autour d'un système d'oligopole. On était dans un monopole naturel, peut-être qu'on ira vers quelque chose comme un oligopole naturel, peut-être qu'il y aura 3 ou 4 monnaies qui joueront, qui se partageront la rente ou le tribut je dirais, de la gestion du système monétaire international. Alors effectivement, vous dites que la Russie ne pèse pas lourd au niveau de l'économie mondiale, en tout cas pas autant que la Chine, elle pèse lourd indirectement, parce qu'à la base de tout le système économique mondial, il y a de l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de microprocesseurs, il n'y a pas de téléphone, et la Russie est le premier exportateur mondial de gaz naturel et le deuxième de pétrole. Mais effectivement, en termes de PIB, on est loin de la Chine et des États-Unis. Mais peut-on parler d'un risque de contagion ? Car on a entendu également des pays comme l'Arabie Saoudite négocier depuis quelques années avec la Chine le fait de se faire payer son pétrole en yuan. On a vu l'Inde négocier avec la Russie afin d'utiliser la roupie indienne et le rouble russe comme monnaie d'échange bilatérale entre les deux pays. Parce qu'au fait, aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est que tout pays qui entrera dans un bras de fer avec Washington risque de voir toutes ses réserves de change disparaître comme par magie, comme ça. Donc il y a eu un précédent juridique lorsque les États-Unis et l'Occident ont décidé de geler les actifs russes, qui va peut-être être favorable à un effet de contagion. Et donc là, peut-être on pourra parler d'un danger qui planera sur le dollar, si jamais d'autres pays prennent cet exemple-là. Ce n'est pas un danger parce que la question, comment il se présente, c'est que le concurrent direct ou l'entité ou le pays qui est la Chine, qui est dans cette dynamique de pouvoir ou de concurrence avec le dollar, n'a pas intérêt à un basculement radical vers un nouvel ordre monétaire international, tout simplement parce qu'une baisse, disons les choses un peu simplement, présentons les choses simplement, une baisse de la valeur du dollar, une baisse importante, ça va impacter d'une manière extrêmement importante la richesse chinoise. Parce que 3 000 milliards de dollars, s'il y a une baisse de la valeur du dollar par rapport aux autres monnaies, c'est une dépréciation de la richesse, c'est une moins-value en termes de richesse pour la Chine. Donc juste pour être clair, pour les gens qui nous regardent, donc vous parlez du risque de dépréciation des réserves de change chinoises en dollars. Exactement. Sont détenus en dollars, notamment en banque de trésor ou... Exactement. Il y a ce risque-là, mais il y a un risque d'une réaction un peu brutale des États-Unis, parce que la Chine se trouve piégée dans ce jeu-là, puisque les avoirs de réserve sont détenus en bons du Trésor américain, et si les États-Unis procèdent par mesure de riposte, la Chine qui va perdre au change, ajouter à cela tous les accords commerciaux. Donc c'est une équation je dirais pas compliqué, mais complexe, que la Chine essaie de gérer dans le cadre des négociations, dans le cadre de son bras de fer avec les États-Unis. Ceci n'exclut pas que la Chine se prépare à cette éventualité. À une dédollarisation. À une dédollarisation, elle la prépare. Et d'ailleurs, je vous donne un petit exemple concret, c'est que dans les relations commerciales de la Chine avec les autres pays du monde, notamment avec le Maroc, elle donne des décotes, des remises pour que les contrats commerciaux soient facturés en sa propre monnaie. Et donc ça existe réellement. Donc ça prouve que la Chine se prépare à cette transition qui se fera inéluctablement, mais elle la prépare en douceur avec un schéma en tête qu'elle va négocier avec les États-Unis pour accéder à ce statut. Et je ne pense pas que la Russie soit dans cette configuration de pouvoir peser dans ce jeu. D'accord. Donc disons que contrairement à la Russie, qui a les moyens d'une autarcie, du fait de son faible niveau d'imbrication dans l'économie mondiale, la Chine est plutôt prise en otage par les complémentarités et le niveau d'échange qu'elle entretient avec le marché européen américain. Et donc il y a une complémentarité qui fait qu'on ne peut aller que graduellement vers une dédollarisation et une sortie de ce schéma-là. En tout cas, pas une sortie, mais une réinvention de ce rapport de force entre le marché qui est le marché occidental et entre l'offre qui est l'offre chinoise, d'autant plus qu'il y a une demande chinoise aujourd'hui qui n'était pas là il y a 30 ans. Il y a une classe moyenne qui a émergé, donc il y a une forme de recentrage sur la demande intérieure qui fait que la Chine dépend moins, en tout cas, de la demande occidentale que ça n'était le cas il y a 20 ans. En fait, c'est exactement ça. Certainement, l'histoire va se répéter. Le système qu'on a aujourd'hui, c'est un système qui a été négocié entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Donc John Maynard Keynes avec Dexter White, c'est eux qui ont finalement négocié ce nouvel ordre international. Et
la Grande-Bretagne a passé le relais gentiment aux États-Unis, moyennant une contrepartie financière dans ce rapport-là. Et c'est exactement, je pense, ce qui va se passer au niveau de ce nouvel ordre monétaire international qui va se passer dans des négociations entre la Chine et les États-Unis, et également avec la Banque centrale européenne ou la zone euro. Donc, c'est ça. Par rapport à la question de la Chine, donc, il est clair que la Chine a bâti son modèle économique sur les exportations, notamment vers les États-Unis. Il a accumulé des excédents et s'est enrichi grâce aux États-Unis. Grâce aux États-Unis, que ce soit au niveau commercial, mais également à travers les investissements étrangers qui ont été investis aux États-Unis. Transfert de savoir-faire, de technologie. Exactement. Donc, son économie se trouve intimement liée à celle des États-Unis. Et il y a un lien économique et un lien également monétaire, puisque sa monnaie, l'UN, était ancrée au dollar avec un taux de change qui était sous-évalué. Et maintenant, d'ailleurs, ça a été l'objet d'un bras de fer entre Washington à l'époque de Trump et la Chine. Les États-Unis ont toujours accusé la Chine de sous-évaluer sa monnaie. Exactement. Afin de profiter au niveau de l'export. De profiter. Et ça a un autre revers de manche, c'est qu'elle était obligée de placer les excédents qu'elle gagnait dans le marché. Elle ne pouvait pas faire autrement. Donc d'acheter de la dette américaine. D'acheter de la dette américaine. Donc maintenant, certainement, il y aura une transition qui prendra en considération tout ce passé ou ce passif-là. Alors une question un peu créative, peut-être même utopique. L'or a-t-il un avenir dans ce nouvel ordre monétaire mondial? Parce qu'on a vu en Russie, pour éviter une panique par rapport au rouble, que la Russie avait décrété un taux de change fixe entre l'or et le rouble, que 1 gramme d'or est égal à 5000 roubles. Donc en fait, en détenant du rouble, vous détenez de l'or. Donc pas besoin d'aller convertir rapidement et produire un effet de panique. La Chine a également des réserves d'or extrêmement importantes. Peut-on dire qu'à l'avenir, on risque de renouer avec un réancrage d'un certain nombre de monnaies dans l'or, comme ce fut le cas à une époque donnée? Moi, je ne pense absolument pas que ça soit le cas. Parce que l'or, ce projet de Jean Maynard Keynes, c'était le Bancor, une monnaie qui était liée à l'or. Et finalement, le dollar, c'était au début le Bancor, déguisé, c'est-à-dire c'était le Bancor. Mais c'est un Bancor américain. C'est un Bancor américain. C'était un Bancor américain, mais ça n'a pas marché parce que ça a produit de la sous-liquidité. Il y a des transactions économiques internationales qui progressent à un rythme rapide parce qu'on est dans un schéma de croissance assez important et la liquidité ne suit pas parce que le volume d'or existant au niveau international reste limité. Donc il ne suit pas les transactions économiques internationales, le rythme des transactions. Donc le volume des transactions commerciales croît plus rapidement que les quantités d'or disponibles. Ce qui fait que l'or ne peut pas jouer ce rôle de monnaie internationale et même d'ancrage par rapport à une monnaie. Et d'ailleurs, l'expérience du dollar a montré cette limite-là. Maintenant, la question des banques centrales qui achètent de l'or ou qui se réfèrent à l'or, ça, ce n'est pas nouveau. Ça a commencé avec la Chine qui a commencé à diversifier ses avoirs. C'est ce qu'on appelle la gestion active des avoirs de réserve. Donc ça n'a pas un lien direct avec la monnaie, avec son ancrage, mais c'est ce qu'on appelle la gestion active, puisque les banques centrales se sont retrouvées avec des avoirs extrêmement importants. Et donc, dans le cadre de leur stratégie, dans le cadre de ce qu'on appelle la gestion active, parce que les avoirs de réserve, c'est une perte, vous les placez à 0%, à 1%, donc c'est des avoirs de patrimoine de la collectivité qui est mal fructifié. Donc, dans le cadre de cette gestion active, les banques centrales ont commencé à faire ce que font les fonds d'investissement en faisant de la spéculation. Et l'or était une monnaie refuge qui ne fait que prendre de la valeur. Et un actif qui avait cette spécificité d'être un actif d'abord rare, et où l'information, il y a une asymétrie d'information puisqu'on n'a pas d'information sur sa liquidité. Et donc c'était un jeu spéculatif des banques centrales qui leur a permis de gagner de l'argent et de diversifier leur portefeuille. Donc avant d'aborder la question du Maroc, donc je résume, vous dites que l'or a un avenir, en fait c'est déjà le cas, un avenir en tant qu'élément des réserves de change des banques centrales, notamment dans un contexte de crise où il prend de la valeur naturellement, ça demeure toujours, même si c'est archaïque, ça demeure toujours une valeur refuge.
Mais par contre, en tant qu'objet d'ancrage matériel des monnaies mondiales, ça, vous n'y croyez pas trop, en raison des quantités limitées d'or et de l'explosion du volume des échanges commerciaux qui doivent être accompagnés par une liquidité correspondante. Maintenant, par rapport aux questions au Maroc, alors si on peut faire un peu de pédagogie, donc le dirham est ancré dans un panier de devises composé de l'euro et du dollar qui reflète notre structure des échanges, qui sont composés majoritairement d'euros et pour la facture énergétique et alimentaire en dollars. Il a été décidé d'aller graduellement vers un régime de taux de change flottant et donc on a élargi la bande de fluctuation du dirham, ce qui fait que la Banque centrale a moins besoin d'intervenir pour soutenir le dirham en l'achetant avec des devises, si j'ai bien compris. Alors maintenant, si jamais le dollar finit par connaître une dépréciation importante en raison de cette guerre monétaire et de ce nouvel ordre monétaire mondial, est-ce que le Maroc sera amené à revoir ce panier de devises qui constitue un ancrage pour le dirham, peut-être en ajoutant le yuan, peut-être d'autres monnaies? Si on regarde l'évolution de la gestion de la politique du taux de change du Maroc depuis l'indépendance, c'était une histoire d'adaptation. Puisque au lendemain de l'indépendance, le dirham était ancré au franc français. Un franc était égal à un dirham, puis on a modifié la parité, puis par la suite, lorsqu'il y a eu l'explosion du système de Bretton Woods, on est passé à un système de panier. Panier qu'on a revu progressivement, les proportions, puis on y a intégré l'euro lorsque la monnaie était créée, et par la suite on a changé la pondération pour prendre en considération la ventilation du commerce extérieur du Maroc. Donc certainement, rien n'empêche que si la monnaie de facturation de notre commerce extérieur se modifie et change, on sera obligé inéluctablement, automatiquement, de modifier la ventilation, la pondération du panier en y intégrant une monnaie internationale d'échanges commerciaux du Maroc. Donc en fait, le Maroc a toujours été pragmatique et réaliste dans son rapport à cette politique monétaire et de change. Donc on n'a jamais été dans une logique de rigidité idéologique, on a en permanence changé en fonction de l'évolution du contexte, la structuration du panier, la part du dollar et la part de l'euro. Et donc effectivement, rien n'empêche que demain, si jamais il le faut, on intègre une autre monnaie pour garder une plus grande stabilité du dirham. Exactement, parce que l'équation, pour rejoindre ou compléter peut-être ce que vous avez dit, l'équation du Maroc par rapport à la gestion du taux de change est extrêmement simple, dans la mesure où on est un petit pays d'abord. Donc un petit pays, notre PIB c'est 0,06, quelque chose comme ça, par rapport au PIB des États-Unis, et c'est le 20e du PIB français. Donc quand vous avez cette configuration économique, je dirais, d'une taille un peu réduite, c'est que naturellement vos échanges extérieurs représentent une part très importante dans votre production intérieure brute. Et en plus de ça, vu cette configuration, si on regarde cette configuration depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, et même avant, c'est que nous avons finalement, globalement pour résumer, un volume d'importation qui fait le double de ce que nous exportons. Donc si on fait ce tri, cette analyse-là, on va trouver que finalement, notre modèle de gestion de la politique du taux de change est basé sur les importations, sur la part que représentent les importations dans la production et dans la formation des prix. Donc finalement, l'idée centrale ou l'équation, l'idée clé, la pierre angulaire de la gestion de la politique du taux de change, c'est qu'un dirham, qu'on puisse acheter avec un dirham la même quantité en devises, donc de stabiliser la valeur du taux de change. Donc au début, on l'a stabilisé lorsqu'on avait une hégémonie de nos importations qui venaient de la France. Par la suite, on a pris en considération ça et on va continuer à le faire parce que nous sommes un pays, vu cette configuration, qui essaie d'utiliser l'outil du taux de change en tant qu'outil de stabilisation monétaire et donc de stabilisation des prix. D'accord. Alors maintenant, la question qui s'impose. Le Maroc risque-t-il d'être impacté par tout cela? Et allons-nous aller plus loin dans la flexibilisation? Ou bien par principe de précaution et de prudence, on va mettre une pause malgré les pressions du FMI en attendant de voir où est-ce que cette guerre monétaire va aboutir et comment interagir avec? Moi, je ne crois pas. D'ailleurs, dans mon ouvrage, j'ai défendu cette idée qu'il y a différentes façons de flexibiliser.
et que la méthode de flexibilisation à travers le marché, c'est-à-dire en confiant au marché le soin, donc l'offre et la demande, l'offre et la demande, j'ai démontré que ce n'est pas la méthode la plus appropriée pour le Maroc. Et d'ailleurs, les autorités l'ont montré, puisque cette turbulence, on les vit depuis à peu près 2004, si on veut, et que le Maroc a résisté à cette pression, on dirait même du FMI, pour changer son régime de taux de change en allant vers un régime où la régulation du marché se fera par le marché. Donc moi, je n'y crois pas. Je pense que le Maroc va rester dans ce schéma de flexibilisation très contrôlée, c'est-à-dire où c'est l'État finalement qui contrôle les taux de change et que la part du marché dans la détermination du taux de change va rester limitée à la bande de fluctuation pour les raisons que nous avons évoquées. J'ai une question, mais vraiment très, très pédagogique, qui réclame plutôt une réponse pédagogique. Donc en fait, la valeur du dirham par rapport à une autre devise, aujourd'hui, est déterminée par la bande de fluctuation, c'est-à-dire l'offre et la demande de dirham, pour que les gens comprennent, c'est-à-dire que quand il y a des investissements directs étrangers, ça se traduit par une demande de dirham. Quand il y a des capitaux en devise qui quittent le Maroc, ça s'exprime par une offre de dirham, parce qu'on convertit, et donc c'est l'offre et la demande qui va déterminer la valeur de dirham. Mais le panier, composé de l'euro et du dollar, dans quelle mesure également il contribue à définir la valeur du dirham? Est-ce que la parité euro-dollar et son évolution impactent également? C'est exactement ça. En fait, c'est les deux. C'est les deux. Le panier, c'est quoi? Pour simplifier, le panier, c'est une règle de 3 pondérée. Règle de 3 pondérée, je vais encore être plus simple. Quand vous avez des échanges extérieurs où vous importez d'un seul pays ou d'un ensemble de pays qui ont une même monnaie. Donc, vous stabilisez le taux de change, c'est-à-dire vous le fixez dans le temps. Vous le fixez, en le fixant, c'est-à-dire vous allez faire en sorte que demain, il y aura le même taux. Et après-demain, il y aura le même taux, c'est-à-dire on va le stabiliser. Donc le stabiliser, à travers cette méthode-là, c'est un panier à 100%, par exemple dollar. Donc la pondération est totale. Est totale. Maintenant, quand vous importez de deux pays, par exemple, ou de deux pays qui ont deux monnaies, pour stabiliser cette équation-là, vous utilisez une méthode mathématique qui va faire en sorte que lorsque les taux de change bilatéraux entre le dollar et l'euro changent, le dirham va changer par rapport au dollar, il va changer par rapport à l'euro, mais le panier, c'est-à-dire ce que vous allez pouvoir acheter ça va faire en sorte que le dirham puisse acheter la même quantité d'euros et de dollars. D'accord, donc si j'ai bien compris, vu notre structure des échanges et la prépondérance des échanges en euros, la pondération de l'euro est plus importante dans le panier que le dollar, et donc si jamais il y a une fluctuation au niveau de la parité euro-dollar, il y aura une plus grande sensibilité du dirham par rapport au dollar que par rapport à l'euro, parce que la pondération de l'euro est plus importante dans le panier. Oui. C'est pour garder une plus grande stabilité avec l'euro. Oui, exactement. Lorsqu'il y a une plus grande pondération, cela ne signifie pas que la sensibilité par rapport à la monnaie qui a la plus grande pondération, qui est la plus importante, mais la plus faible sensibilité. C'est-à-dire que lorsque nous avions 80%, un panier de 80%, c'est-à-dire en euros, c'est-à-dire que le dirham, que toute variation de l'euro par rapport au dollar se reflétait dans le taux de change dirham par rapport à l'euro à raison de 20%. Donc une moindre sensibilité. Pour garder une plus grande stabilité vis-à-vis de l'euro. La monnaie qui a la plus grande pondération, c'est la monnaie avec laquelle la monnaie nationale doit être la plus stable. La plus stable. Je comprends. Merci. Alors une dernière question avant de conclure. Alors dernièrement, il y a une semaine ou deux, il y a l'ambassadeur de Russie au Maroc qui avait proposé, pour préserver les échanges entre nos deux pays, de faire soit du troc, c'est quand même assez archaïque, soit de recourir à des monnaies autres que le dollar et l'euro, ou bien d'utiliser nos monnaies nationales, c'est-à-dire dirham contre le rouble, ce qui ferait quelque part du dirham une forme de devise convertible, c'est-à-dire qui pourrait être utilisée comme réserve de change, comme moyen de paiement à l'international, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et c'est réaliste. Le Maroc peut-il aller vers cette direction-là, en acceptant des roubles et en payant en dirham, ce qu'il importe? Ça dépend du choix des autorités, mais c'est réaliste, c'est faisable. La Russie a fonctionné, l'ex-URSS a fonctionné avec ce système durant une trentaine d'années. Avec le Maroc ou... Non, avec ce qu'on appelle la KM, le groupement économique qui correspondait au pacte de Varsovie, etc. Donc c'est faisable, ça doit être géré, ça peut être géré par la Banque centrale. C'est-à-dire que lorsque la Russie, c'est-à-dire lorsque nous exportons à la Russie,
elle va nous payer en roubles. Et les roubles, les exportateurs qui n'auront certainement pas besoin de ces roubles, ils vont les céder à la Banque centrale. Puis lorsque... Et peut-être même les revendre avec une marge aux Européens pour qu'ils puissent payer leurs factures de gaz. Oui, mais en principe, c'est la Banque centrale qui va gérer. C'est un mécanisme qui doit être mis en place, c'est-à-dire que par la Banque centrale et par la suite, lorsqu'il y aura les importateurs de gaz, ils vont aller chez la Banque centrale pour acheter du rouble. Donc c'est un mécanisme qui peut être géré et il y aura par la des Banque centrale. dirhams au niveau de la Banque centrale russe? Pas nécessairement. Si jamais on utilise nos deux monnaies nationales. Mais on n'aura pas besoin de ça. On n'aura pas besoin. Mais on peut les faire dans les deux sens, mais un seul sens suffit. Mais la problématique de ce genre de système, c'est ce qu'on appelle l'obligation de rachat et même l'obligation de contre-achat. Ça, c'est connu dans la littérature et l'expérience de l'URSS. L'obligation de rachat, c'est que finalement, avec ce système-là, vous êtes obligé de faire du troc. Et c'est la Russie qui va perdre parce qu'elle ne peut pas avoir un excédent avec un partenaire commercial. Et le fait de ne pas pouvoir un excédent avec un partenaire commercial, donc ça lui prive ou ça la prive d'un certain nombre de recettes. C'est ça donc le principal inconvénient de ce genre. Du point de vue russe en tout cas. Du point de vue russe. Donc ça va la priver de beaucoup de marchés. Donc c'est ça mais c'est faisable. Ça peut se faire, ça dépend du choix des autorités et ça dépend. Donc c'est un mécanisme qui doit être géré par la Banque centrale avec les opérateurs. Et donc c'est simple à opérer. Lorsqu'ils ont des roubles, ils vont les céder à la Banque centrale. Puis les opérateurs qui voudront acheter du gaz ou des produits russes, ça va se gérer avec la Banque centrale et peut-être qu'elle va déléguer aux banques une partie de la gestion puisque c'est les banques qui font Donc c'est un mécanisme à faire avec que la Banque centrale peut gérer pour la réalisation de ces opérations. En tout cas, Ahmad Bakou, on peut en parler encore pendant des heures, c'est passionnant, je vous remercie pour votre pédagogie, c'est très gentil à vous. Donc on se donne rendez-vous au prochain épisode la semaine prochaine, toujours le lundi. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.